Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire. Merci à vous d'être là pour ce moment d'information, ce moment d'échange que nous avons souhaité organiser, RZN Radio et Léa Nature. Je suis Gilles André, j'ai le plaisir d'animer ce webinaire. Ma mission à moi, ce sera de donner la parole à nos trois invités. Ce sera également de leur demander de parler plus vite et de les couper s'ils devaient être trop bavards, puisque nous nous sommes engagés à faire passer toutes les informations, toute la vérité sur le bio en 3 quarts d'heure maximum, de manière à répondre à toutes les questions qui nous ont été posées et de manière à ne pas être trop long, bien sûr. Alors, je représente RZN Radio, vous l'avez bien compris. Léa Nature est représentée par Guillaume Hanbick. Bonjour Guillaume. Bonjour à toutes et à tous. Guillaume, vous êtes directeur des marques alimentaires chez Léa Nature. Merci à vous d'être avec nous. Deux invités qui connaissent bien la bio, qui la connaissent de l'intérieur, sont avec nous également. Laure Verdeau. Bonjour Laure. Vous êtes Laure, directrice de l'agence bio. Vous nous expliquerez le rôle, les missions de l'agence bio. Et avec nous également, quelqu'un qui connaît la bio de l'intérieur et sur le terrain, on va dire comme ça, Édouard Rousseau. Vous êtes agriculteur en Charente-Maritime. Bonjour à tous. Merci Édouard d'être avec nous. Merci à vous trois. Nous sommes sur ce webinaire ensemble à l'occasion de la journée européenne de la bio. Cette journée est encore récente, mais elle sera instituée, elle aura lieu tous les ans. Est-ce que vous voulez, Laure, nous expliquer pourquoi a lieu cette journée européenne du bio, de la bio? Alors, si l'Union européenne a décidé de mettre en valeur tous les 23 septembre dorénavant la mode d'agriculture biologique et l'alimentation biologique, c'est parce que historiquement, on avait un printemps bio que mettait en œuvre l'Union européenne depuis 20 ans. Et maintenant, c'est l'occasion d'en parler aussi au moment du solstice d'automne, puisque c'est symboliquement fort, c'est le jour où la nuit et la journée sont de même durée. Et c'est l'occasion de rappeler que le bio, c'est un mode de production durable. Et quand on consomme bio, en fait, c'est une consommation individuelle qui a un bénéfice collectif. Donc, d'où l'intérêt de remettre ce mode d'agriculture pour lequel l'Union européenne s'est fixé des ambitions fortes, puisqu'elle vous souhaiterait d'ici 2030 avoir 25% des terres agricoles européennes en bio. Donc la bio en plein développement, c'est la raison pour laquelle pendant cette journée, puisque là nous sommes donc la veille de la journée bio qui a lieu demain, et cette journée du vendredi 23 septembre verra se dérouler bon nombre d'animations, de dégustations, des restaurants qui proposent des menus bio, et c'est la raison également pour laquelle nous devions, en tant que médias qui croient fortement, fermement à tout l'intérêt du bio pour nous nourrir nous, mais également pour notre planète, nous devions de participer également à cette journée européenne. Alors on entend beaucoup de choses actuellement à propos du bio. On entend dire que le bio est à la baisse, qu'il est monté très très vite ces dernières années, et puis que là il serait en train de stagner. Finalement, peut-être que tout simplement la consommation générale est en période de stagnation du fait de toutes les composantes de l'actualité en ce moment. Est-ce qu'il y a par rapport à cette hésitation de la population et cette information que l'on entend un petit peu partout, un regard de la part des spécialistes que vous êtes, Laure? Alors, il faut contextualiser ça. Effectivement, si les Français ont consommé moins de bio, ils ont consommé moins d'alimentaire en général. Ensuite, il faut mettre ça en regard de plusieurs années de croissance à 2 chiffres dans le bio. Mais là, ce qu'on doit bien avoir en tête, c'est que on a des agriculteurs qui veulent passer en bio. Et l'agriculteur bio, c'est un peu l'agriculteur qu'on a envie d'avoir comme voisin. C'est quelqu'un qui ne traite pas avec des pesticides, c'est quelqu'un qui, du coup, respecte les cycles naturels. Et ces agriculteurs, s'ils veulent passer en bio, il faut qu'on puisse, nous, côté consommateurs et citoyens, les accueillir. Et donc, c'est effectivement important de rappeler que consommer bio, ça contribue à améliorer la qualité de l'eau, ça contribue à augmenter la biodiversité. Il y a 30% de biodiversité en plus dans les champs bio. Et c'est pour ça que c'est tout l'objet de cette journée européenne de la bio, c'est de bien mettre en adéquation le fait que, on peut pas faire la révolution agroécologique dans les champs si nous, on fait pas notre révolution alimentaire, notre transition alimentaire vers une assiette
plus durable, où on accueille un peu plus de bio chaque jour. Vous voulez dire que on est tous dans l'esprit prêts à avoir des agriculteurs bio autour de nous, parce que c'est bon pour la planète, parce qu'il provoque, il génère plus d'activité, il faut plus de main d'œuvre pour produire la même chose que l'agriculture traditionnelle, et en même temps, il faut qu'on consomme tous plus de bio pour leur permettre de fonctionner. Exactement. En fait, on parle beaucoup d'inflation alimentaire en ce moment. Il faut rappeler que déjà le bio, comme c'est une façon de fonctionner différente, il y a moins d'inflation au rayon bio qu'au rayon pas bio. Donc ça, c'est important de bien connaître les spécificités du bio. Par exemple, en ce moment, les agriculteurs, ils subissent de plein fouet la hausse des engrais de synthèse, des engrais synthétiques. Mais comme les bio, eux, ils en utilisent pas, ils ne subissent pas cette hausse-là. Ils subissent bien sûr les hausses de carburant. Donc les prix du bio augmentent moins vite. Donc c'est hyper important de bien garder en tête que déjà le bio, ça reste une consommation qui est accessible quel que soit son pouvoir d'achat. Ça implique juste de s'organiser différemment, d'adapter ses menus et ses façons de faire pour pouvoir accueillir du bio dans l'assiette. Vous nous dites, on en parlera tout à l'heure, des différents leviers possibles, mais vous nous dites, on peut à budget équivalent, on peut consommer bio. Tout à fait. Pour ça, il y a effectivement 6 leviers à activer qui sont des leviers de transition alimentaire. C'est le sens de l'histoire et bio ou pas bio. On va être obligé d'activer ces 6 leviers qui sont gaspiller moins, cuisiner plus de produits bruts, acheter de saison, acheter en vrac, acheter en circuit court et puis bien sûr varier ses protéines et mieux choisir sa viande. Alors nous allons évoquer à nouveau et les prendre en détail ces différents leviers tout à l'heure. Dernière question avant de donner la parole à ces messieurs. Laure, galanterie oblige, je m'adresse d'abord à vous. Est-ce que on a une réponse à cette situation qui constate, c'est un baromètre qui a été présenté par votre agence, qui dit que presque un Français sur deux doute quelque part, ne comprend pas bien les offres bio. Il y aurait des offres de vrais bio et des offres moitié bio. Comment on explique ça ? Alors effectivement, oui, nous, l'agence bio, on interroge chaque année plus de 2000 Français représentatifs en leur demandant où ils en sont dans leur rapport au bio. Et quand on leur demande quels sont les freins pour consommer bio, il y en a plus d'un sur deux qui nous dit « je m'estime pas assez informé sur le label bio ». Donc c'est pour ça que c'est crucial de rappeler, notamment sur, par exemple, vos ondes, que le label bio, il n'y a pas de vrai ou de faux bio. Le label bio, c'est un label sanctionné par des contrôles qui est défini par un cahier des charges très précis et qui dit voilà quelle obligation de moyens a mis en œuvre l'agriculteur bio. C'est-à-dire qu'en gros, il a produit en se privant de 90% de l'arsenal chimique pour préserver l'environnement. Et donc, c'est aussi un agriculteur qui a respecté les cycles naturels, qui cultive ses légumes en plein champ, qui a vraiment toute une démarche globale, systémique, pour pouvoir réussir à se passer de chimie. Donc, c'est vraiment important que les citoyens soient informés. Nous, agence bio, on n'est pas là pour vendre du bio, on s'en fiche de toute façon qu'on n'a pas de bonus à la fin du mois. On est vraiment là pour une information citoyenne parce qu'on sait que plus un citoyen est informé sur le bio, plus il devient consommateur de bio et ça nous profite à tous. À aujourd'hui, quelle est la proportion des agriculteurs qui produisent bio, qui sont déjà labellisés ? Alors, en France, on consacre 10% de nos terres agricoles au bio. Cela représente 13,5% des fermes en bio et cela correspond à quasiment 20% de l'emploi agricole. Donc ça confirme bien ce que vous nous disiez, que le bio est créateur d'emplois. Et actuellement, on fait nos courses alimentaires, on consacre à peu près 6,6% de notre budget en bio. Je vois que Guillaume souhaite donner un complément d'information. Vous êtes le bienvenu, Guillaume. Guillaume Adebic, vous êtes le directeur des marques alimentaires chez La Nature. Oui, tout à fait, merci. Écoutez, c'est vrai qu'on voit que dans la population, la prise de conscience par rapport à la situation environnementale, elle s'est élargie et du coup, il y a des alternatives, il y a un peu des ersatz de logos marketing qui se sont créés avec des promesses qui sont déjà couvertes par le label AB, qui a un scope assez large et donc qui floutent un peu la perception du bio. Mais Laure, je suis désolé, je vais pas être d'accord avec toi sur il y a pas de vrai et de faux bio. Alors si, tu as complètement raison d'un point de vue cahier des charges, il y a un seul et unique cahier des charges et voilà, il est robuste, il s'applique à toutes les marques qui utilisent le label AB, mais c'est un label produit. Nous, en tant que marque et notamment autour de Jardin Bioéthique, on rencontre souvent les consommateurs et au fait, alors je vais me mettre sur
une dimension purement perception consommateur. Donc, on est dans un monde imaginaire, mais c'est ce qu'il y a dans la tête des consos. En fait, eux, ils nous disent... Quand vous dites les consos, c'est les consommateurs. Hein, les consommateurs que nous sommes tous, ils ont l'impression qu'il y a un vrai et un faux bio. Évidemment, c'est purement mythologique, mais pour eux, le faux bio, c'est par exemple des grandes marques potentiellement de multinationales qui ont lancé quelques références en bio, parce qu'on se dit mais je comprends pas, j'ai le même produit sur la même marque, il y en a un qui est bio, l'autre qui l'est pas, potentiellement des produits très transformés, donc ça pose question et ça interroge vraiment les consommateurs. Pour eux, le faux bio, c'est potentiellement du bio qui est importé, qui vient de loin, alors qu'on pourrait produire plus localement. Évidemment, je parle pas du café, je parle pas du lait de coco ou du chocolat. C'est du bio suremballé. C'est du bio qui est aussi potentiellement pas forcément très sain, avec un mauvais Nutri-Score ou ultra transformé. Donc tout ça dans leur imaginaire, c'est plutôt du faux bio. Et ils l'opposent à, entre guillemets, dans leur perception, le vrai bio, qui est plutôt... le bio de marques qui font 100% de leur offre en bio, qui allient au cahier des charges de la bio, mais ils pensent que c'est contenu dans le cahier des charges de la bio des dimensions de local, d'équitable, de fabriqué en France, de recettes, de formulations plutôt saines, plutôt moins de protéines animales aussi dans les formulations. Et donc voilà, donc effectivement d'un point de vue légal réglementaire, il y a un seul bio et c'est du vrai bio, mais dans l'esprit des consos, il y a quand même un peu ces deux vitesses. Et nous, c'est vrai que sur la marque Jardin Bioéthique, ce qu'on a essayé de faire avec en déposant 50 engagements il y a 2 ans, c'est mieux communiquer sur tout ce qu'on fait au-delà du label AB depuis des années, et puis se donner de nouvelles orientations d'un point de vue engagement à horizon 2025. Très rapidement, j'en cite 4. Oui, Gilles, vous vouliez me... Alors, je vous propose effectivement que nous allions jusqu'à la particularité de Léa Nature, que vous allez exprimer là, je pense, qui est un certain nombre d'engagements qui sont encore, pardon si je n'ai pas les bons termes, plus pointus que le respect du cahier des charges du label AB, puisque le label AB est le label de référence. Mais juste avant, j'aimerais effectivement qu'on explique cette notion de label, parce qu'il y a différents labels, il y a différentes offres, et c'est ça certainement qui contribue à notre au fait qu'on est un petit peu perdu en tant que consommateur. Parfait. Si je peux me permettre, en fait, ce que Guillaume a mis bien en lumière, c'est qu'en fait, quand on parle de bio, on peut entendre plusieurs choses en même temps. On entend à la fois le business du bio, souvent on parle du bio, le marché bio, et puis on parle aussi de la bio, la philosophie de la bio. Et c'est vrai que certains produits combinent à la fois le label purement littéral du bio à une philosophie bio, et ce sont souvent les acteurs qui sont spécialistes du bio. Or, depuis quelques années, la croissance du bio a attiré sur le marché, dans les rayons bio, des acteurs généralistes qui ont investi ce qu'ils ont considéré comme une niche marketing opportuniste. Cette marketing opportuniste, pardon, je vous donne la parole, hein, Edouard. Cette niche marketing opportuniste, elle est, comment dire, les promesses qui sont faites ne sont pas toutes tenues. On doit interpréter ça comme ça? Edouard? Oui, ben moi je dirais qu'effectivement, en fait, il y a... que vous êtes producteur en Charente-Maritime et que vous produisez, vous avez fait une conversion au bio il y a une vingtaine d'années. Hein, vous avez repris votre exploitation familiale et vous l'avez convertie au bio il y a une vingtaine d'années. Tout à fait. Tout à fait. Et si vous voulez, moi j'ai pas mal suivi depuis une vingtaine d'années l'évolution justement des différents cahiers des charges de l'agriculture, en tout cas les pratiques. Donc l'agriculture biologique a été le premier cahier des charges véritablement contrôlé, certifié et suivi sur les pratiques naturelles. Alors c'est vrai que la croissance à 2 chiffres qu'a connu ce secteur pendant une vingtaine d'années fait un petit peu aussi des jaloux, et puis l'attente aussi du consommateur fait que il y a un certain nombre d'initiatives qui ont été tentées par, je dirais, l'agriculture dite conventionnelle pour essayer un petit peu de redorer le blason avec des opérations marketing, mais je dirais un petit peu de surface, et qui dans le fond reprennent qu'une toute petite partie des garanties que peuvent apporter l'agriculture biologique. Donc ça a été le cas de l'agriculture raisonnée il y a une quinzaine d'années, qu'on a rebaptisé HVE maintenant, qu'on va appeler zéro pesticide à un endroit et qu'on appellera autrement ailleurs. Donc ça, si vous voulez, c'est une réalité qui fait que sur les
les codes du marketing, ils ont été un peu pompés, les codes du marketing du bio, pour avoir l'air comme sur les rayons des supermarchés. Et ça, c'est vrai que ça agace légèrement, même beaucoup en ce moment, les agriculteurs bio, et pas que, et l'ensemble des acteurs de la filière. Et ça renforce notre hésitation, parfois notre doute, de savoir comment apprécier les différentes offres bio qui sont faites par la grande distribution. Alors, à quel label vous, Édouard, qui êtes sur le terrain, qui produisez, vous avez envie que vos produits soient perçus au mieux et appréciés comme tels, quel est le label que nous devons suivre? Mais aujourd'hui, c'est clairement l'agriculture biologique qui offre le socle de pratique le plus vertueux et le plus large dans la protection de l'environnement, la qualité de l'alimentation. Donc dessus, ça c'est incontestable, puisque la racine est profonde. Il faut quand même se rappeler que l'origine des mouvements de l'agriculture biologique, on va fêter les 100 ans l'année prochaine. Donc ça a démarré au tout début du siècle dernier. Et donc, si vous voulez, ça vient de loin. Donc, la racine, elle est profonde. On va pas nous déraciner comme ça. Forcément qu'elle est profonde, puisque l'approche, elle est globale, elle est holistique. Est-ce que vous dites, vous aussi, que l'homme s'est nourri pendant 15 000 années de façon bio et que finalement, tous les produits chimiques utilisés depuis une cinquantaine d'années ou un peu plus de 50 ans commencent à être de moins en moins utilisés et qu'on va revenir à comme on a été pendant 15 000 années? Vous partagez Oui, alors, ça? faut faire attention avec ça. Effectivement, restaurer la naturalité des milieux, c'est un enjeu fort pour avoir une fertilité naturelle qui s'entretient. Après, il faut pas non plus être trop passéiste, parce que il y a aussi dans l'agriculture biologique des techniques d'analyse du milieu, des techniques aussi d'intervention physique pour améliorer la qualité des produits, améliorer les techniques agricoles, mieux désherber les parcelles. On utilise quand même aussi des technologies numériques, du GPS pour mieux se positionner. On utilise des caméras, on va utiliser des choses comme ça en plus, mais ça ne reste que des outils au service de quelque chose. Donc, mais une agriculture bio et moderne. Voilà. Vous vouliez réagir, Laure, et puis ensuite je redonnerai la parole, si vous voulez bien, à Guillaume. Oui, il faut juste garder en tête que le produire en bio, ça veut dire se priver de 90% de l'arsenal chimique. C'est-à-dire qu'on utilise 35 produits plutôt de chimie naturelle, issus de la chimie naturelle, au lieu de plus de 350. Donc, ça veut dire qu'on est sous contrainte. Et quand on est sous contrainte, on innove. Donc, il faut rompre avec le cliché de l'agriculteur passéiste ou un peu amiche bio. Non, les profils de l'agriculteur bio, ce sont souvent des gens qui sont très pointus agronomiquement. Ce sont parfois des gens qui ne sont pas issus du milieu agricole et qui s'y sont convertis en ayant une approche assez innovante. Donc l'agriculture bio, en fait, elle est très innovante et elle percole cette innovation vers l'agriculture non bio. Et ce que je voudrais rajouter, si vous me permettez, c'est qu'on se réapproprie aussi la connaissance, parce qu'en fait la connaissance est la vertu d'un certain nombre de plantes qui ont été justement mises de côté. Donc en comprenant leurs principes actifs, je vous donne tout simplement un exemple, mais si vous voulez, quand on a des fortes sécheresses comme on a connu, avec des amplitudes de température entre le jour et la nuit de 15 degrés, qu'est-ce qu'on fait? On récupère de la consoude, on fait des tisanes de consoude et on pulvérise sur les feuilles. Il faut savoir que la consoude, et ça Léa Nature va pas me démentir, est utilisée en cosmétique pour cicatriser et pour améliorer justement pour reconsolider les tissus. Bon ben voilà, tout ça, je dirais le boulevard est devant nous pour nous réapproprier tout ça, tous ces savoir-faire, et qui peuvent se combiner avec de la technique, avec des modes de pulvérisation très précis pour atteindre un effet intéressant sur la plante. Donc, un exemple pour faire se compléter modernité et tradition, qui sont souvent mis en opposition, mais qui peuvent être très très complémentaires. Est-ce que vous m'autorisez, pour qu'on vous comprenne bien, à vous reposer la question de la notion de qualité, de labellisation, de certification? Comment ça fonctionne? Il y a combien d'organismes de contrôle qui vont chez les agriculteurs? Comment ça fonctionne?
Je sais pas, Laure, vous voulez peut-être... Alors, Oui, rien qu'aujourd'hui, on va se parler. Aujourd'hui, il y aura eu 300 contrôles menés partout en France par plus de 10 organismes certificateurs qui, chaque année, sont habilités par l'État français à faire les audits bio. Pourquoi il y a une telle volumétrie de contrôle? Parce que le bio, c'est la forme d'agriculture labellisée la plus contrôlée. On contrôle chaque stade de production, c'est-à-dire qu'un pain bio, on aura contrôlé la semence, le céréalier, le silo, le meunier, le boulanger et le magasin. Là-dessus, il faut garder en tête que chaque agriculteur est audité au moins une fois par an. Donc ça, c'est le contrôle habituel. D'ailleurs, c'est les agriculteurs eux-mêmes, Edouard peut confirmer, qui demandent à être audités parce que c'est la confiance qui est au cœur du business bio qui leur permet d'être rémunérés. Et plus de 25% des opérateurs bio vont avoir un contrôle inopiné qui ne sera pas prévu contrairement au contrôle annuel. Donc c'est la forme la plus drastiquement contrôlée et c'est l'équivalent d'un diplôme d'État de transition écologique qu'a le bio par rapport à d'autres allégations marketing non contrôlées, non auscultées par les chercheurs, comme c'est le cas pour le bio. Donc vous nous dites, pardon si je vais un petit peu vite en besogne, mais vous nous dites attention aux offres commerciales, privilégions le respect du label AB tout simplement. Privilégions ce qui est prouvé. Par exemple, quand je vois des labels qui se disent engagés ou durables, personnellement, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc d'une manière générale, il faut toujours préférer l'original à la copie. Sur le volet entreprise, pour témoigner aussi, on a chez DA Nature 17 sites de fabrication bio en France, dans nos régions, et on est audité aussi chaque année, donc des audits physiques qui portent sur la traçabilité. On peut avoir aussi des audits inopinés, et Laure Verdon en parlait, on a un cahier des charges sur lequel on a audité, il y a une partie transformation. Quelques exemples, on a le droit de uniquement à 54 additifs potentiels dans la formulation en bio, alors que c'est plus de 300 en conventionnel, les fameux quelque chose. Pas de colorants et arômes chimiques de synthèse. Bref, il y a vraiment un cahier des charges épais, et donc audité chaque année de la production jusqu'à la distribution. Le ressenti du producteur qui, lui, a donc, j'allais dire, subi ces contrôles, mais finalement pas subi, parce que si c'est l'occasion de montrer, de démontrer, de prouver la qualité de sa production et j'ai envie de dire toute l'implication humaine qu'il y met, toutes ses convictions, alors c'est une occasion c'est valorisant et ça permet de valoriser la production. Tout à fait, c'est très important, puis ça permet de montrer nos pratiques, de les synthétiser, d'ouvrir nos cahiers tout simplement, hein, d'ouvrir nos cahiers, d'ouvrir nos champs. Donc on a un contrôleur qui vient tous les ans, qui peut venir une fois supplémentaire en contrôle inopiné. On fait du bureau, de la comptabilité, l'examen de la compta, de l'ensemble des factures. On fait un tour des champs. S'il veut, il peut prendre une bêche et prendre un échantillon de sol. Donc voilà, c'est quand même quelque chose de sérieux. Et aujourd'hui, par rapport à la multiplicité des labels qui se revendiquent, plus ou moins se rapprochant du bio, c'est là où on fait toute la différence, parce que on est vraiment en mesure, grâce à ces contrôles-là, d'affirmer ce qu'on fait. En même temps que vous avez la conviction de mieux nourrir, vous avez le sentiment aussi de contribuer à lutter contre le réchauffement climatique, contre les soucis climatiques que nous vivons, notamment depuis cet été, et d'aller vraiment vers un monde meilleur pour tout le monde. Mais oui, parce qu'en fait, si vous voulez, alors on est toujours perfectible, mais si vous voulez, la particularité de l'agriculture biologique, c'est de prendre la ferme comme un organisme agricole. C'est un organisme, c'est-à-dire qu'en fait, pour qu'il fonctionne, cet organisme, il a besoin d'une diversité végétale, une diversité animale, d'une diversité. Donc, quand je dis diversité végétale, ça veut dire que pour que ça fonctionne, cet ensemble, il y a besoin de beaucoup de familles de plantes, d'une large diversité d'insectes. Il faut des arbres, il faut de l'eau préservée. Donc, si vous voulez, c'est dans cette conscience-là qu'on travaille. C'est pas de dire simplement je fais du tournesol ou je fais que 2-3 cultures intensives et là je vais supprimer aller sur une liste par exemple de 80 molécules chimiques. Là je vais en supprimer 15 et puis je vais dire je suis
presque bio. Ça n'a rien à voir. Contribution à la santé, contribution à l'alimentation, contribution à la biodiversité. La biodiversité, c'est important. La polyculture. Oui, oui, la polyculture, parce qu'en fait, il faut savoir que si on veut des plantes qui poussent naturellement, il faut pouvoir faire des composts. La place de l'animal est importante, et justement, la différence de l'agriculture biologique, c'est justement de faire sortir les animaux, ou en tout cas de leur apporter des conditions de production qui font que ces animaux respirent, ont des cycles d'élevage qui sont plus longs. Les ruminants vont au champ, donc vont pâturer dans la rotation, pour ensuite mettre un blé, vont faire des bons fumiers. Il faut savoir que quand même un fumier qui est transformé en compost, ça reste une ressource, je dirais, véritablement durable et qui donne de l'autofertilité aux écosystèmes agricoles. Quelle relation vous avez, Édouard, avec les transformateurs et avec les distributeurs? Est-ce que vous avez des relations de travail avec, par exemple, Guillaume de chez Léa Nature? Tout à fait. Ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît. Et comme acteurs du même territoire, on a construit et consolidé un certain nombre d'initiatives ensemble, autour d'une coopérative, autour d'un silo de collecte partagé. Et du coup, voilà, donc on a monté des associations interprofessionnelles pour faire des liens entre les acteurs de la profession agricole, les premiers transformateurs et les distributeurs, dans le de bien se comprendre, c'est-à-dire en fait de bien voir là où l'homme de métier complémentaire de nous est important et comment on peut créer des ponts pour construire justement une chaîne alimentaire cohérente et aussi une chaîne de valeur partagée. C'est une autre dimension qu'apporte aussi l'agriculture biologique. C'est aussi la dimension sociale et humaine de répartir aussi dans la filière les fruits du travail. Facile de concilier dans une relation comme celle-là les enjeux partagés, les valeurs partagées, et puis les impératifs financiers, les impératifs économiques. Je pose la question à Guillaume. Vous devez être exigeant par rapport au respect des labels de la part de vos producteurs, et puis il y a une dimension prix dans vos discussions, j'imagine. Bien sûr, bien évidemment. Alors, ce qu'a dit Laure tout à l'heure est tout à fait juste. Il y a moins d'inflation aujourd'hui à travers la période qu'on traverse en bio qu'en conventionnel, parce qu'il y a des filières certainement un peu plus locales et qui dépendent moins de cours mondialisés avec beaucoup de spéculation. Juste un mot avant de revenir aussi sur le partenariat qu'on a pu développer avec la Corab, notamment dans le temps. Nous, on est persuadés que et j'invite vos auditeurs à aller sur le site de Greenpeace qui a mis en place avec, je crois, une association qui s'appelle Le Basique et WWF sur le guide des labels alimentaires et donc qui étudie un peu, qui compare sur la filière amont agricole l'impact du cahier des charges de l'agriculture biologique par rapport à des initiatives privées comme zéro résidu de pesticides aujourd'hui ou haute valeur environnementale. Donc, l'agriculture biologique reste bien au-dessus et le meilleur schéma pour nous à l'heure actuelle. Pour autant, c'est pas parfait. Et dans le cadre, par exemple, de la collaboration qu'on peut avoir depuis des années, et ça nous rajeunit pas, Édouard, mais avec la Corab, c'est vrai qu'il nous semble intéressant de compléter le cahier des charges de l'agriculture biologique sur des dimensions plus sociales, parce que je parlais tout à l'heure du vrai bio dans l'esprit des consos. Pour eux, comme le disait Laure, c'est une philosophie, c'est un projet de société. Mais aujourd'hui, quand on regarde stricto sensu dans le cahier des charges, qui est une certification produit de l'agriculture biologique, on peut le compléter sur le volet social et sur le volet origine. Et donc là, nous, comme on est basé à La Rochelle, donc à proximité de la Corab, et donc effectivement, on sait que dans la filière, on manque souvent d'outils de première transformation. Donc nous, on a essayé de co-investir avec eux dans ces outils-là. Et puis, quand je parle de compléter le cahier des charges de l'agriculture biologique sur le volet social, il y a la dimension de commerce équitable qui est plus exclusive à des produits qui viennent de pays dits du Sud, mais qui aujourd'hui se développent également en France. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on contractualise à 3 ans avec l'organisation de producteurs, qu'on se met d'accord collectivement sur un prix. Alors certes, au départ, vous posiez la question, Gilles, du prix. C'est peut-être un peu élevé, mais en fait, quand on s'engage dans le temps, ça permet aux agriculteurs aussi de se projeter. Et puis, on est moins dans le jeu de la spéculation. On est plus dans l'accompagnement.
Nous, chez La Nature, on a une structure, c'est une entreprise familiale. Il y a plus de 80% du capital qui est familial et on laisse 75% du résultat de l'entreprise chaque année dans l'entreprise. Donc, on a une gouvernance de long terme et on essaie de traduire ça avec les producteurs avec lesquels on travaille. Donc, c'est peut-être un peu plus cher au départ, mais finalement, alors même si le terme est un peu galvaudé, c'est gagnant-gagnant parce qu'on s'engage sur du long terme à travers des systèmes de commerce équitable, par exemple. Et donc, on essaie de travailler sur l'origine locale aussi de nos matières premières, au plus proche de nos sites de fabrication. Vous nous dites là, Guillaume, que vous pouvez, sur certains critères, dimension sociale, vous faisiez allusion par exemple, c'est un exemple seulement, mais être plus exigeant encore que les labels bio. Or aujourd'hui, la préoccupation majeure des consommateurs que nous sommes, c'est comment on fait pour s'y retrouver parmi tous les labels. On comprend que au-delà des offres de communication, des offres marketing, c'est le label bio, donc le label vert, qu'il nous faut, qui est sécurisant, qui est aussi votre outil de référence, votre label de référence. Et vous nous dites, on peut encore aller plus loin. Donc j'aimerais, avant qu'on aille dans le détail, demander à Laure si elle ressent ça au niveau général, au niveau du marché. On va vers une bio encore plus bio. Alors le bio, c'est un marché vivant, ce qui est aiguillonné effectivement par des attentes nouvelles qui n'ont pas forcément été encore prises en compte dans le cahier des charges européen. Parce qu'il faut savoir que c'est un cahier des charges européen qui évolue tous les 5 ans. Donc, c'est pas le même rythme que certaines priorités sociétales ou certaines questions sociétales. Mais ce qui nous est en jeu pour le marché bio, c'est déjà de comprendre le socle. Avant de rajouter des options sur le bio, c'est déjà de comprendre ce que c'est. Parce qu'on sait que mécaniquement, un citoyen qui est aussi un consommateur, à qui on explique le bio, il en mange toujours un petit peu plus. Plus il comprend la production agricole, la passion du producteur, son engagement, et plus il va le traduire dans son assiette, quitte à réaménager sa façon de fonctionner, sa cuisine, quitte à faire les courses différemment, quitte à changer même son menu pour pouvoir mettre un peu plus de bio dans l'assiette. Donc effectivement, des labels qui rajoutent des mentions qui sont des bio plus, c'est un super aiguillon, ça va dans le bon sens, mais on sait que si on veut vraiment avoir un mouvement de masse et faire notre transition alimentaire à l'échelle du pays, le bio, ça reste vraiment le phare et le point de repère pour tout le monde. Merci pour cette réponse qui nous permet de bien situer les enjeux, asseoir déjà les fondements du bio, et c'est important, et puis profiter de l'énergie ou des perspectives que peuvent donner les aiguillons. J'ai bien aimé le mot que vous utilisiez pour décrire la nature. D'ailleurs, petit clin d'œil, Guillaume, monsieur l'aiguillon, Léa, ça veut dire quoi? Ce sont des initiales de 3 mots ou c'est un prénom tout simplement? Alors c'est pas la femme du patron ou sa fille, c'est un peu moins rocambolesque que ça. C'est au fait initialement le groupe a été créé en 1993 par Charles Kloboukov et à l'époque Léa voulait dire laboratoire d'équilibre alimentaire. Donc ce qui atteste que la santé et le côté naturalité étaient présents dès la jeunesse de l'entreprise en 93. D'accord, merci pour cette réponse à cette question un petit peu clin d'œil. En même temps, je me dis que ça permet d'avoir en perspective effectivement les motivations de départ du créateur de Léa Nature, qui rejoignent celles qu'exprimait tout à l'heure Édouard, c'est-à-dire au-delà de l'aspect professionnel de produire, il y a une volonté de contribuer à un meilleur monde, à un monde plus sain. Cet enjeu-là, vous avez le sentiment que vous avez les moyens de le maintenir encore, Édouard? En fait, on a la nécessité d'en trouver les moyens et de se remettre en question en permanence pour en trouver les moyens. C'est aussi la particularité de l'agriculture biologique qui donne toujours à l'agriculteur la possibilité d'apprendre et de continuer à apprendre sur le fonctionnement des sols, le fonctionnement de la nature, des animaux, des végétaux, à la différence un peu des recettes de l'agriculture plus conventionnelle qui donne un peu je dirais une prescription de molécules chimiques pour produire et en fait où l'agriculteur n'est plus qu'un applicateur. Donc l'avantage que nous avons et ce qui fait la motivation de notre métier finalement, c'est justement de
d'être en contact et en lien direct avec le milieu, avec l'observation des végétaux, avec aussi quand je vous disais tout à l'heure, on réapprend à utiliser les plantes et refaire des préparations naturelles à base de plantes pour les plantes, par exemple. Et ben on s'aperçoit que on arrive à avoir une efficacité et on arrive à avoir des résultats qui sont très intéressants. Mais tout ça, c'est à réapprendre. Et c'est en ce sens que l'agriculture biologique offre encore et toujours des perspectives d'approfondissement et d'amélioration de ses performances. On peut imaginer de voir la bio occuper 80, 90 et pourquoi pas 100% de la production agricole dans combien de temps? Je sais pas, c'est difficile à dire. En tout cas, tout est dans notre monde actuel en mouvement, pas toujours dans le bon sens, mais en fait, on peut se dire que voilà, tout est possible. On voit plein d'initiatives un peu partout dans le monde où l'agriculture biologique fait ses preuves, justement pour sécuriser et stabiliser les populations dans différents endroits et dans différents contextes, avec des résultats très probants et dont la FAO est le premier témoin avec des. La FAO, c'est excusez-moi, Laure, vous allez venir à mon secours. La Fondation pour l'organisation de l'alimentation au niveau mondial. C'est ça, Laure? Dites-moi. C'est Food and Agriculture, Food and Agriculture Organization, et c'est l'équivalent de l'UNICEF, de ce que l'UNICEF est pour l'enfance, c'est l'équivalent pour les Nations Unies sur l'agriculture. Voilà, donc il y a un certain nombre d'initiatives et d'études scientifiques qui ont été menées, qui ont prouvé cette résilience. Donc je pense elle n'est plus à prouver. Voilà. Après, effectivement, la croissance se fait par étapes, mais quand on regarde l'histoire de l'agriculture biologique, même si en ce moment il y a un palier, c'est une agriculture qui n'a fait que se développer. Je vais demander je vais poser la même question à Laure dans quelques instants par rapport à l'avenir et au développement de la production bio. Juste avant, je profite que vous soyez avec nous, Edouard, pour vous demander si vous avez un ou deux petits conseils à donner à celles et ceux parmi nos auditrices et nos auditeurs qui ont un petit jardin à côté de la maison ou qui ont un petit balcon avec un mini jardin. Quels conseils pratiques pour produire bio chez soi? Oh il y a différents. Alors, je suis pas le spécialiste du balcon, mais par contre je vais quand même essayer de vous donner quelques trucs. Déjà quand on fabrique son compost, déjà on peut réutiliser son compost et en profiter pour mettre dans ces petits bacs son compost et améliorer la terre qu'on a récupérée. Donc déjà ça c'est un bon premier recyclage. Et puis après, vous pouvez mettre des tomates. Alors maintenant, on n'est pas à la saison des tomates, mais on peut mettre des tomates, on peut mettre du poivron, on peut mettre des aubergines, on peut mettre plein de légumes, je dirais d'été, qui sont agréables à consommer en salade ou des choses comme ça. Après, il y a toujours les éternelles fines herbes. Donc ça, c'est sur la nature de la production que l'on veut, de la mini-production que l'on veut développer dans son petit jardin. Sur l'entretien, il y a un conseil pratique que vous pouvez nous donner? Sur l'entretien, alors, par exemple, ceux qui ont un petit jardin, pas forcément sur un balcon ou mais ceux qui ont un petit jardin, c'est déjà d'essayer de faire des protections végétales, par exemple, sur le sol. Donc, récupérer un peu de pailler, pour éviter d'être obligé de trop arroser. C'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir des petits systèmes avec des petites bouteilles d'eau renversées pour faire goutte à goutte, ou simplement des gouttes à goutte qu'on achète dans le jardin. Et puis, toujours maintenir une couche végétale, travailler plutôt, je dirais, sur travailler à la grelinette. C'est un petit outil tout simple qui permet d'aérer le sol sans complètement le retourner.
Il a des grilles, des vrilles comme ça qu'on tourne et qui permettent d'aérer un petit peu la terre, c'est ça? Oui, voilà. Bon, après, voilà, il y a plein de petits systèmes. Ok, merci à vous. Je veux pas vous prendre trop de temps là-dessus, mais c'était pour un petit clin d'œil. Et puis en même temps, j'imagine que ça ne va pas obligatoirement plaire à Guillaume, dont la mission est quand même de vendre des légumes notamment, mais pas que. Et si nous produisons tous les légumes bio sur nos balcons, ben il pourra plus nous en vendre. Donc je reviens vers vous, Guillaume, avec ce clin d'œil, en vous demandant votre regard à vous sur justement cet avenir de la bio. Est-ce qu'on peut imaginer demain de n'avoir que de la production bio? Alors déjà, je rassure tous ceux qui cultivent sur leur balcon ou dans leur jardin. On a aussi des sauces délicieuses et des produits qui accompagneront leur plantation et leur récolte. Donc au contraire, je ne peux que les encourager à continuer à cultiver de la sorte. Sur le développement de l'agriculture biologique, écoutez, en fait, c'est une agriculture de bon sens. C'est un cahier des charges qui interdit l'utilisation de molécules chimiques, de pesticides de synthèse, d'OGM. Donc en fait, quelque part, on est venu certifier l'agriculture naturelle. Et pour donner de la confiance aux consommateurs, on a un cahier des charges, on a un label AB aujourd'hui qui est un label public, qui est le seul, qui est reconnu, qui est audité une fois par an, qui est auquel les consommateurs accordent de la confiance. Et forcément, pour les acteurs économiques, qu'ils soient producteurs, agriculteurs ou transformateurs économiques, ça a un coût aussi. Donc finalement, on marche un peu sur la tête parce que le produit dans un rayon, si on prend l'exemple de la grande distribution ou dans un magasin bio, pour le certifier bio, pour certifier que le produit est normal, naturel, pas chimique, on ajoute des coûts. Donc, alors que dans l'agriculture conventionnelle, il y a rien du tout. On ne sait pas s'il y a eu des pesticides, on ne sait pas si. Donc, le produit est certes moins cher en rayon, mais au final, derrière, avec nos impôts, on va contribuer à dépolluer les nappes phréatiques que ce type d'agriculture a contribué à polluer, etc., etc. Donc, c'est une agriculture de bon sens. Et donc, nous, à ce titre-là, on pense que c'est une agriculture d'avenir. Alors certes, il y a des techniques anciennes, mais Edouard en parlait tout à l'heure, il y a plein d'innovations qui se mettent en place dans cette agriculture. Donc c'est vraiment une agriculture d'avenir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une période où d'un point de vue marché, la croissance est un peu moins présente. Et je pense que les consommateurs que nous sommes, est un peu perdu avec une multiplicité, de messages. Et donc il y a un enjeu très fort de communication, et d'une communication n'est plus à l'heure de la poésie, c'est des preuves. Qu'est-ce que fait l'agriculture biologique concrètement pour la planète et pour l'homme et pour la santé? Et ça, c'est Laure pourra derrière peut-être en parler. Il y a eu pour la première fois cette année une campagne collective qui s'est mise en place autour des bénéfices de l'agriculture biologique. Donc nous sommes là bien dans une des thématiques clairement affirmées de cette rencontre, de ce webinaire, qui est donc d'expliquer la bio, d'expliquer comment on peut mieux s'y retrouver dans cette offre commerçante par la grande distribution, comment mieux choisir nos produits, et puis quelles sont les nuances que vous nous avez expliqué. On a compris aussi que vous avez chez La Nature l'ambition d'aller plus loin encore, avec des critères plus pointus. L'avenir, il est sur des critères plus pointus et sur une communication renforcée. Laure, vous avez les moyens à l'agence bio de prévoir une communication encore plus forte? Alors, il faut bien garder en tête que d'une manière générale, les produits, en tant que filière, ont des budgets, que ce soit le lait, la viande, les fruits et légumes, de plusieurs dizaines de millions d'euros. Nous, Agence Bio, on a 600 000 euros de budget, ce qui n'était absolument pas un problème jusqu'ici, puisque le marché bio n'avait limite pas assez de produits pour servir la demande. Donc, on était en situation de pénurie. Pour la première fois, se pose la question d'équilibrer l'offre et la demande, parce qu'on a de plus en plus d'agriculteurs qui veulent produire en bio, donc il faut qu'on stimule la demande pour qu'il y ait une consommation en face. Et donc pour la première fois cette année, s'est posé la question de comment est-ce qu'on fait pour dire au grand public les produits bio, des sensations pures ou nos amis pour la vie, par exemple. Et c'est ainsi que l'agence bio a obtenu des fonds du exceptionnel du ministère de l'Agriculture pour pouvoir fédérer autour d'un message commun, une sorte de cri de ralliement de l'équipe de France du bio, pour pouvoir fédérer donc les acteurs du bio. Parmi l'équipe de France du bio qu'on a constituée et qui donc a joué à 10 une campagne collective, vous avez les interprofessions, donc ça va du lait à la viande en passant par la pomme de terre, les fruits et légumes, le miel, les poulets, les œufs. Et vous avez la Maison de la Bio qui est un consortium d'entrepreneurs plutôt de Laval,
spécialisés en bio. Et actuellement, vous allez même avoir certains sponsoring météo avec la campagne commune qui a pour bannière commune le bioréflexe. Vous avez pu l'entendre au printemps sur Radio France, je l'avais vu sans doute en digital. Et le but, c'est de rappeler à la fois les vertus environnementales du bio, 30% de biodiversité en plus, une eau de qualité, le fait que c'est archi contrôlé, drastiquement contrôlé, mais surtout, et c'est comme ça qu'on a eu l'idée de se faire accompagner par Thibaut Spiewak, qui est un chef, qui a une étoile verte au Michelin, et qui est capable de mettre de la gourmandise dans le bio. On a fait des recettes hyper simples, parce que ça prouve que le bio rentre au quotidien dans votre garde-manger, dans votre réfrigérateur, dans vos placards, parce que vous pouvez l'intégrer dans vos menus du quotidien. C'est pas la peine de partir dans un délire MasterChef ou Top Chef. Le bio, ça peut être un peu tous les jours dans des recettes simples, gourmandes et délicieuses. Merci pour votre réponse, pour votre franc-parler sur cette bonne évolution de la bio. Tout à l'heure, je vous ai questionné, mais je vous ai pas laissé le temps de répondre au développement de la bio. On peut imaginer que la moitié des agriculteurs passent au bio dans les années qui viennent. Vous avez des projections? Alors, en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des chercheurs, et on a notamment des chercheurs en agronomie qui sont très pointus, c'est des leaders mondiaux. Il se trouve que l'INRAE planche sur les scénarios du développement du bio dans un grand programme qui s'appelle le Métaprogramme Bio. Donc, à l'heure où on se parle, il y a plus de 300 chercheurs qui sont en train d'estimer jusqu'où on peut cultiver en bio sans déforester ou sans mettre en culture de nouvelles terres agricoles. Et donc, a priori, oui, on pourrait arriver, sans vouloir spoiler les résultats de l'étude, à 50-60% de production bio, sans nuire à notre souveraineté alimentaire et sans devoir mettre en culture de nouvelles terres. Donc ça, on aura les résultats en 2026, mais pour l'instant, c'est pas la peine non plus de trop se projeter, puisqu'on est actuellement à 10% des terres agricoles en bio en France, ce qui fait de nous d'ailleurs des leaders en termes d'hectares consacrés au bio. On est même passé devant l'Espagne cette année, donc Cocorico Bio. Bravo les Français pour leur leadership biologique. Et on a comme objectif à l'échelle de l'Union européenne de passer 25% des terres agricoles en bio d'ici 2030. Donc à titre national, la France s'est fixé un objectif de 18%. Donc c'est work in progress. Donc une belle progression. Petite question pratique, les réglementations sont les mêmes au niveau de l'ensemble de l'Europe? Oui, le cahier des charges bio, il est le même pour les 26 pays de l'Union européenne. Et donc, c'est à la fois l'Eurofeuille et le label AB qui le sanctionnent. Et il faut se dire que le label AB est le label qui avait à l'origine été développé par la France, parce la France, on a toujours été un peu précurseur sur ce domaine-là. Et il est strictement équivalent, à l'exception de quelques productions, par exemple les escargots, très français. Bon, il n'y a pas de label européen pour la production biologique d'escargots, mais nous, la France, on l'a décliné, on a travaillé sur un cahier des charges, donc on a un label AB. Mais globalement, c'est la même chose depuis 2009. À l'échelle européenne et à l'échelle française, vous en avez, pour chaque euro investi en bio, vous avez la même garantie basée sur le même cahier des charges de 300 pages de règlement. Merci à vous pour ces réponses. On a fait, je crois, un bon tour de la question du bio, de l'actualité du bio. On a essayé de clarifier comment apprécier les différentes offres, les différents labels, comment démêler peut-être les offres marketing de la réalité des contrôles, des certifications qui sont mises en œuvre. Un dernier tour de parole avec nos trois invités sous forme de conclusion. Vous allez me dire si j'ai bien compris vos principaux messages. D'abord, entre tous les labels, il y en a un qui est valable et assuré par tous, par vous tous, c'est le label AB. Attention à tous les autres labels qui collent plus avec des offres marketing, qui sont plus des offres marketing que le respect d'un label. 1, 2, le bio, c'est mieux se nourrir, mais c'est aussi contribuer à l'équilibre de la planète, de la nature, de notre environnement et donc du monde. Si on prend de bonnes habitudes, nous avez-vous dit Laure en tout début d'entretien, on peut à budget équivalent se nourrir en bio. Est-ce que vous voulez nous rappeler alors est-ce que vous êtes d'accord sur ces principaux thèmes à retenir? Et est-ce que vous pouvez nous rappeler les 6 leviers pour consommer mieux le bio? Laure. Oui, volontiers. Nous, à l'agence bio, on parle effectivement des vertus environnementales du bio en général, mais ensuite, quand on discute de façon pratico-pratique avec
les consommateurs de bio qui viennent par exemple nous voir sur le stand au salon de l'agriculture. Ils nous disent oui, mais le bio c'est cher, etc. Et là on leur dit on peut consommer bio, quel que soit le pouvoir d'achat. On peut ajouter un peu plus de bio dans l'assiette chaque jour. On vous entend moins bien. Est-ce que c'est lié à votre micro ou est-ce qu'on a un des deux autres micros qui est ouvert? Allez-y. Donc oui, quel que soit son pouvoir d'achat, on peut mettre un peu plus de bio chaque jour dans l'assiette. Ça implique juste de repenser ses usages alimentaires. En fait, ça sert à rien de faire CTRL-C, CTRL-V, de copier-coller sa liste de courses pas bio en bio, parce qu'on se prend un surcoût de 30 à 50%. Pour manger plus de bio, à budget inchangé, il faut activer 6 leviers qu'on connaît assez bien. Donc ces 6 leviers, c'est 1, gaspiller moins. Puisque on sait qu'on jette 29 kilos de nourriture par an par habitant, c'est l'ADEME qui nous le dit. Oui, j'étais effaré lorsque j'ai découvert que un tiers de ce qui est produit dans le monde est gaspillé et jeté. C'est pour ça qu'il faut pas, il faut toujours être assez circonspect quand on vous dit qu'il faut produire plus à tout prix avec la guerre en Ukraine. C'est plus compliqué que ça. Mais si on revient à l'échelle du foyer domestique, en gros, gaspiller moins, c'est autant d'euros récupérés que vous allez pouvoir réinvestir pour soutenir les agriculteurs bio qui produisent proprement. C'est cuisiner plus de produits bruts. De manière générale, là, il y a eu un sondage de l'IFOP qui demande aux Français comment ils vont faire face à l'inflation. L'un des premiers leviers, c'est de cuisiner plus soi-même. Ça, il n'y a pas de secret. On gagne des marges financières. Le troisième levier, c'est de manger de saison. Parce que, en ce moment, par exemple, la Mirabelle est pas chère parce que les arbres croulent sous les fruits. La récolte est abondante et c'est le moment où, en plus, les fruits sont meilleurs. Donc, il faut en profiter. Ensuite, il faut acheter en vrac, évidemment, parce que non seulement on ne paye pas le prix de l'emballage, et c'est plus écologique, mais surtout, ça permet de consommer au plus près de ses besoins et éviter de gaspiller. Ensuite, il y a évidemment acheter en circuit court, acheter en direct auprès de l'agriculteur, déjà parce que ça le soutient. Ensuite, parce qu'en bio, il y a une ferme sur 2 qui vend en direct. C'est énorme. Par rapport à la moyenne nationale, c'est une ferme sur 4 qui vend en direct. Nous, en bio, c'est une ferme sur 2. C'est pour ça que le circuit court, il est tellement important en bio, il représente 11% du business, alors que dans l'alimentaire en général, c'est 1 à 2%. Et last but not least, c'est diversifier ses protéines et mieux choisir sa viande. Une viande bio, elle lâche moins d'eau pendant la cuisson, vous avez besoin de moins en consommer. Une viande bio, elle se pense plutôt comme un condiment, c'est-à-dire que en bio, vous n'allez pas faire une assiette avec la moitié de la superficie, c'est une entrecôte, et l'autre moitié, c'est des frites avec une pauvre feuille de salade. Vous allez forcément végétaliser plus votre assiette parce que vous allez utiliser votre poulet différemment, vous allez remettre moins, utiliser la carcasse pour des bouillons, etc. Et puis, évidemment, en bio, comme l'a dit Edouard, on met des légumineuses dans les rotations, donc on plante régulièrement des lentilles, des pois chiches pour remettre de l'azote dans les sols. C'est comme ça qu'on fait pour fertiliser. Donc mécaniquement, on a plus de lentilles et de pois chiches made in France en bio, donc on les met dans nos assiettes et ça tombe bien. C'est même recommandé par le Programme national nutrition santé. Il faut en mettre 2 fois par semaine dans l'assiette. C'est bon pour le porte-monnaie, c'est bon pour la planète et c'est bon pour notre santé. Donc voilà les 6 leviers de transition alimentaire qu'il faut garder en tête quand on est motivé pour mettre un peu plus de bio dans l'assiette. Je rajoute donc dans mes listes de courses et pour mes menus de la semaine, de rajouter un peu plus de pois chiches et un peu plus de lentilles. Haricots. Enfin, en France, on a nos Mercedes, c'est les lentilles du Puy, enfin, comme disait un ancien président de la République. Merci pour ces bons conseils qui nous auront été donnés donc pour nos petits jardins par Édouard, pour nos courses et notre cuisine par Vouleur. Est-ce que Guillaume, dans ce tour de table de conclusion, vous allez pouvoir nous donner quelques conseils très pratiques dans notre quotidien? Si on veut rester sur le prix des produits bio, ça reste un sujet. On a expliqué tout à l'heure les coûts qu'on a en plus dans la filière. Aujourd'hui, le bio s'est bien développé, donc on a la chance de pouvoir en trouver en digital sur du drive, dans les rayons bio de la grande distribution, dans les magasins bio, en vente directe à la ferme. Donc là, vous avez l'occasion d'avoir une amplitude de prix assez variable. En ce qui nous concerne, nous, on est forcément sensible à ça à travers la période que l'on traverse. Alors même si on appelle de nos vœux davantage d'aide publique pour être compétitif, la Maison de la Bio, qui est le syndicat des entreprises qui travaillent dans la bio, avait notamment demandé à ce que les sociétés qui commercialisent des pesticides, dans le principe du pollueur-payeur, puissent être taxées et potentiellement réinvestir cet argent dans la compétitivité prix des produits bio. En attendant, ce qu'on essaie de faire, nous, on a par exemple toute une gamme d'aides culinaires. Je pense à des coulis de tomates, des sauces tomates, des jus de citron qui sont entre 1 et 2 euros, qui vous permettent de cuisiner à la maison. Et puis, ce sur quoi on essaie de travailler
aussi, c'est de ramener des recettes, parce qu'en moyenne, même si l'inflation est moindre en bio aujourd'hui, historiquement, l'ingrédient bio, il est en moyenne entre plus 25 et plus 30% plus cher que le produit conventionnel, parce que plus de main-d'œuvre, plus de coûts, on en a parlé. Et donc, le fait de travailler sur des produits qui sont des recettes gourmandes, bah, ça permet de lisser un peu le surcoût que peut avoir tel ou tel ingrédient et de rester accessible pour les foyers français. Et puis, dernier point, il y a aujourd'hui des distributeurs qui mettent en place assez régulièrement de la promotion pour essayer de faire découvrir les produits bio. Et je pense que à raison garder, mais il faut continuer d'utiliser ce levier pour faire en sorte qu'il n'y ait pas seulement les gens qui aient le portefeuille le plus garni qui puissent se payer des produits bio, parce qu'on l'a dit, c'est derrière, c'est une consommation individuelle, mais avec un bénéfice collectif. Quand la démarche individuelle et l'intérêt collectif se rejoignent, c'est là où tout va bien, où tout va mieux. Merci à vous, Guillaume. Je ne vous ai pas demandé, Édouard, votre mot de conclusion, et nous allons, avec vous, pouvoir terminer cet agréable échange où, j'espère, nous avons voulu faire un petit tour de la question et nous associer à votre discours aux uns et aux autres pour que nos auditrices et nos auditeurs comprennent mieux et consomment mieux le bio. Édouard, le mot de la conclusion. Je dirais que quand on est engagé dans l'agriculture et l'alimentation biologique, on apporte effectivement des produits sains pour la planète et pour les organismes humains, mais aussi je dirais qu'on est aussi créateur d'ambiance. On est aussi créateur d'ambiance dans nos territoires. On est créateur d'économie dans nos territoires. Et en fait, je dirais qu'une planète qui fonctionne bien, c'est un territoire qui est joli à regarder, c'est un territoire où il y a des arbres, c'est un territoire où il y a des animaux, c'est un territoire où il y a des actions culturelles, sociales, des échanges. Et ça, les acteurs de la bio, qu'ils soient du producteur au distributeur, ils y contribuent tous et ils évoluent dans cet esprit-là. Et je pense que c'est ça qui fait aussi une vraie particularité de l'agriculture biologique. C'est pas simplement un engagement professionnel, c'est aussi un engagement, je dirais, civil et citoyen. Merci à vous. Et que dire après une telle conclusion, Édouard, à part vous remercier, à vous, Édouard, remercier Guillaume également et remercier bien évidemment Laure Verdeau d'avoir été avec nous. Merci l'Agence Bio, merci Monsieur le producteur, merci Léa Nature, avec qui nous entretenons les meilleures relations du monde pour partager nos convictions. Consommons mieux, vivons mieux pour notre belle planète, grâce à laquelle nous avons la chance de vivre les plus heureux possibles sur Terre. Merci à chacun de vous trois et peut-être à une prochaine rencontre sur le thème du bio. À chacune et à chacun de nos auditrices et auditeurs, merci de nous avoir suivis et à bientôt. À bientôt. Portez-vous bien.